On laisse la parole à Claire, Claire Delphos. 10 minutes, Claire. Je suis désolée, je vais être obligée de te... Voilà, ne parle pas trop vite non plus. Alors, cette présentation, elle est issue d'un travail depuis de longues années sur l'alimentation et depuis de longues années aussi sur les espaces ruraux. Et c'est une sorte à la fois de compilation de travaux qui ont été menés dans le laboratoire d'études rurales, mais aussi peut-être presque un programme de recherche sur la question de l'alimentation et des espaces ruraux. Alors, quoi Tu peux prendre la note, c'est l'assistance technique. Ah oui, c'est... Ah voilà, j'ai pas pris la bonne touche, excusez-moi. Donc, juste pour cadrer un petit peu, il y a peu d'études sur l'alimentation en général en milieu rural, contrairement, enfin, de ces dernières années, et même depuis pas mal de temps. Il y a eu quelques travaux sur les commerces en milieu rural qui ont été des thèses soutenues dans les années 1980 en géographie, depuis il n'y a rien, ou très peu. Et surtout peu de travaux aujourd'hui aussi sur l'accessibilité sociale, la planification, les politiques qui peuvent être menées en direction de l'alimentation en milieu rural. Donc c'est intéressant de voir aussi comment on peut s'y intéresser du point de vue aussi des dates. Alors ces questions, à un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est, parce qu'on parle beaucoup de désert alimentaire, c'est des questions qu'on va retrouver chez des chercheurs anglo-saxons qui ont parlé du désert alimentaire, essentiellement pour les villes, les centres-villes. Et moi, ça fait plusieurs années que je me dis, peut-être que le désert alimentaire, en France, on transposait une notion anglo-saxonne, c'est peut-être bien, mais peut-être pas dans les villes, mais peut-être en milieu rural. Alors que, effectivement, le milieu rural, on le présente comme le lieu de la production agricole, agroalimentaire, même si une bonne partie des industries agroalimentaires sont dans limite de l'urbain et pas forcément dans le rural. Donc, l'idée, souvent, c'est qu'il est plus facile de se nourrir ou d'avoir une accessibilité à l'alimentation à la campagne. En fait, on a un accès qui me semble fragilisé à l'alimentation en milieu rural, avec, donc je vais vous balayer très très vite, des spécificités rurales autour de l'accessibilité, autour des commerces alimentaires, et j'ai fait exprès de vous mettre des données anciennes, puisque aujourd'hui, comme on va se battre sur la définition du rural, c'est pas la peine. Donc, une période où qui est la période d'arrivée des grandes surfaces, de diffusion des grandes surfaces, y compris dans l'espace rural, avec ses effets sur l'évolution des commerces alimentaires en milieu rural, et des données d'aujourd'hui où à peu près 26% des habitants du milieu rural, du rural type INSEE, donc le rural peau de chagrin, vivent dans une commune dépourvue de commerce. En revanche, une importance très nette des boulangeries qui jouent un rôle aussi fort de dépannage en épicerie. Je dirais même qu'on a un vieillissement du modèle de la supérette, même s'ils ont beaucoup diffusé en milieu rural, même si aujourd'hui des grandes enseignes revendiquent leur rôle dans l'aménagement du territoire, ont toutes leurs marques spécifiques de proximité en milieu rural, voilà, qu'elles veulent s'implanter dans un rayon à peu près pour 15 000, chez Intermarché, c'est autour de 15 000 habitants, on peut créer une supérette. Voilà. Et certaines commencent à créer des nouveaux pôles commerciaux en s'installant, en générant des ronds-points sur des voies de communication entre l'urbain et le rural, et en s'installant aussi avec des commerces alimentaires artisanaux, boulangeries, boucheries, qui répondent à des demandes fortes de consommateurs en milieu rural. Ces nouveaux pôles commerciaux, ils sont aussi intéressants parce qu'ils répondent peut-être à la demande de l'ensemble des habitants, mais surtout aussi des personnes âgées en milieu rural qui vont hésiter à aller, y compris dans le périurbain, vont plutôt aller dans ces supérettes, parce qu'elles hésitent à aller vers la ville ou dans les grandes surfaces où quand on a du mal à conduire, c'est plus embêtant. Donc c'est une évolution importante à prendre en compte. Toutefois, on a des nouvelles attentes en milieu rural aussi, comme partout. Trouver des produits locaux dans les commerces, des produits bio, du vrac, et c'est une offre qu'on ne trouve pas forcément.
Pourtant, on a des spécificités aussi, et notamment l'itinérance en termes de commerce. L'itinérance, on ne voit pas dans les statistiques. Les études des syndicats professionnels, j'ai travaillé pendant 4 ans pour la Fédération nationale des crémiers sur la mémoire, voilà, je passe, mais ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas, on ne sait pas où ils sont, voilà. Pourtant, ils jouent un rôle essentiel, et ça sous différentes formes. Une itinérance quotidienne, ou en tout cas tous les 2 jours, ou au moins une fois par semaine pour le pain, l'épicerie, même les produits laitiers. Et des venues moins régulières, par exemple mensuelles, sur les produits surgelés, très important. Dans les espaces ruraux, on fait des commandes et ils passent. Et puis n'oublions pas les pizzas qui viennent sur les places de village, etc. Et je pense on l'oublie, mais c'est aussi important à prendre en compte. Ils ont un rôle important aussi en termes de lien social. Oh là là, mais j'ai du mal avec... Oui, c'est pas grave. En termes de lien social important, notamment pour les populations dites captives en milieu rural, personnes âgées, personnes qui ne peuvent pas bouger et qui ont du mal à avoir accès au commerce. Donc même si on prend le rural à habitat dispersé, même si vous avez un commerce dans le centre-bourg, dans l'habitat dispersé, comment on fait pour avoir accès à l'alimentation ? Et puis, certains fonctionnent et se rénovent en disant, ben voilà, nous on est un drive. Les crémiers que j'ai enquêtés, par exemple, dans le Nord, disent, on passe la commande d'une semaine à l'autre et puis on apporte. Et puis souvent, j'ai même vu dans le forêt, on a la clé de la maison, on rentre, on met dans le frigo directement, on a le code de l'alarme, etc. Donc il y a vraiment quelque chose aussi d'important et des formes importantes. Avec un renouvellement, parce qu'on l'a vu comme quelque chose de particulièrement ringard, des nouveaux installés sous de nouvelles formes, et puis, non, je ne vais pas me connecter à Internet, du commerce vrac, très très récent, comme on voit, et des food trucks ruraux aussi qui vont venir et qui vivent, alors ils s'appellent pas pizzeria, ceux-là, food truck, et qui vivent beaucoup aussi avec les fêtes rurales, donc ils viennent à ce moment-là lors des animations. Autre caractéristique rapide de ces commerces, la pluriactivité aussi, les multiservices, les magasins des entreprises agroalimentaires, qu'il ne faut pas oublier en milieu rural, qui jouent un rôle aussi important. Et on parlait de Bourg-en-Bresse et donc du rue Vermont avec les fruitières. Et puis bien sûr les marchés des bourgs, des petits bourgs qui maillent l'espace rural ou des petites villes et des villes moyennes et qui jouent un rôle fondamental. Alors, je ne veux pas faire le côté misérabiliste du rural où il n'y a que des vieux qui vivent, hein, voilà. C'était dans le corps. Donc, les spécificités aussi rapides, là, en termes de restauration, parce qu'on oublie, on parle beaucoup de restauration commerciale en ville. On ne parle pas en milieu rural. Elle correspond à beaucoup de demandes, des demandes d'actifs, ce qu'on appelle les restaurants ouvriers, qui sont importants. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en milieu rural quand vous cherchez à manger. C'est important. Pour les personnes âgées, parce que ça fait du lien, il y a de temps en temps. Les jeunes, on a aussi dans des bourgs des kebabs. Voilà, ils vont, mais pas, voilà, on ne les laisse pas aller plutôt vers la grande ville, mais voilà. Et donc ça joue un rôle. Et puis l'alimentation, c'est aussi des enjeux touristiques. Et les personnes qui viennent pratiquer des loisirs, donc ça intéresse aussi les citadins, le maillage de restaurants en milieu rural, qui viennent pratiquer des loisirs en milieu rural et qui viennent manger. Et sans oublier des espaces ruraux, du bien manger, avec une réputation du bien manger en milieu rural, et qui vont venir... alors là, je vous mets par exemple, c'est un restaurant à Treffort-Cuisiat, au bord du Revers, dans le Revermont, qui vient d'acquérir une étoile au Michelin. Donc à Bourg, le dimanche, si vous cherchez à Bourg-en-Bresse, si on cherche un restaurant, on a bien du mal à en trouver. En revanche, si on va dans le milieu rural tout autour, on va trouver des restaurants. Et puis la restauration collective en milieu rural, on en parle beaucoup avec la loi Egalim. C'est quoi la restauration collective en milieu rural? Dans les écoles, les EHPAD, ça joue un rôle fondamental. Décidément. Notamment aussi pour le maintien des écoles.
certaines écoles rurales ont besoin d'une cantine, sinon les habitants vont mettre les enfants en ville, à l'école en ville, y compris dans des écoles privées. Donc ça joue un rôle important. Ça, les cantines, ben, il y a un coût de la logistique, mais le coût de la logistique, j'aurais dû le mettre pour les commerces aussi et pour tous les restaurants. Et on a des formes particulières en milieu rural, comme les cantinières, les cantines associatives, je pense à Famille Rurale qui gère des cantines par exemple, et des arrangements entre jeunes et vieux, j'ai dit vieux entre guillemets parce qu'on n'a pas trop le droit de dire, mais par exemple des traiteurs qu'on fait venir et qui vont desservir à la fois l'école rurale et l'EHPAD, ou des personnes âgées qui restent à domicile. Donc il y a plein aussi d'arrangements qui méritent d'être aussi étudiés. Des politiques, rapidement, parce que c'était la demande, 2 minutes. Bon. On disait que c'était un impensé, mais les politiques en termes de commerce en milieu rural, elles ne sont pas si récentes que ça. D'intervention des mairies sur le maintien de rachat de fonds commerciaux de boulangerie, par exemple. Il y a toutes les politiques des multiservices qui ont été menées, y compris par des départements. Dans le département de la Loire, par exemple, ça a été important, à des aménagements plus globaux. Et je pense à un centre-bourg, toujours dans l'Ain, où il y a eu une vraie volonté de maintenir donc refuser l'installation de supérettes, une volonté de maintenir les commerces, de les faire descendre du haut du bourg, de les regrouper sur la place, avec de la préemption foncière, des mises en gérance, etc. Et aujourd'hui, ce bourg, il vit, justement, et on a un hôtel, une boucherie, une boulangerie, un casino, etc. Et même un bureau de poste et un GAB, ce qui est très rare en milieu rural, enfin distributeur de billes. Donc, voilà. Ces politiques, peut être aussi organiser des transports collectifs, notamment pour les marchés, à la demande. Dans certains bourgs, il y a des commerces, des transports à la demande qui s'adaptent aux horaires de marché ou aux horaires des commerces. C'est important, puisque vous le savez, les transports collectifs en milieu rural, ils sont surtout avec des horaires pour les collégiens et les lycéens, donc pas toujours adaptés aussi à d'autres demandes. Donc j'avais des questions aujourd'hui, un renouveau de ces questionnements autour des politiques en faveur des centres-bourgs, des centres-villes. Même en milieu rural, on parle de relocalisation au centre du village, de recréer du lien, etc. Donc ça rejoint ce que vous disiez, penser à une autre échelle, aussi les complémentarités, mais aussi des interrogations, comme on l'a vu ce matin, avec les nouvelles agglomérations. On en a beaucoup en Rhône-Alpes, qui, je pense aussi à celle du Puy, 115 communes, quelque chose comme ça. Donc comment on va penser aussi la politique alimentaire entre la ville moyenne et les communes rurales? Parce qu'on sait très bien que si on crée des grandes surfaces commerciales à côté de la ville moyenne, eh bien ça a aussi des impacts à côté sur les commerces ruraux. Donc comment on pense aussi ces politiques d'urbanisation? Juste 2 mots sur les innovations, mais je serai moins longue. En revanche, je ne vais pas vous faire quand même qu'un tableau misérabiliste, c'est pas du tout mon idée du rural. Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui, notamment autour du jardin, et ce qu'on a appelé avec des étudiants, j'ai fait travailler le renouveau jardinier en milieu rural, qu'on ne sait pas, je pense que les dernières études vraiment qui ont été faites de façon approfondie sur le jardin en milieu rural en termes de recherche, ça date de 1980-1990. Donc on ne sait pas mesurer. Un impensé, mais on ne sait pas non plus trouver des financements de thèse là-dessus, c'est une parenthèse. Un impensé des politiques d'urbanisme en milieu rural sur le jardin. Pourquoi on ne pense pas à garder des espaces de jardin, ou très peu, et puis en termes de formation, parce que refaire du jardin, ça ne s'improvise pas, d'accord? On peut avoir envie de planter, de faire, mais ça nécessite une formation. Alors il y a un peu famille alimentation positive qui ont fait quelques formations, mais ça dure une journée. Bon, il y a quelques vergers collectifs, des jardins collectifs, et pas mal de choses autour des trocs, des échanges de graines, des semences, voilà.
beaucoup de choses autour des jardins, mais si je commence à en parler, je n'ai pour 3 heures, donc ça va le faire. Des renouveaux aussi, que je vous montre, donc par exemple Ardèche Méridionale qui avait fait toute une démarche sur les jardins partagés. La communauté de communes d'Audruic, qui est quand même pour moi beaucoup en avance sur pas mal de choses, sur le lien notamment entre patrimoine aussi, parce que c'est un volet qu'on oublie, 1 minute, le patrimoine et de fait la culture et l'alimentation. Et eux sont en train de réfléchir à des jardins, il y a une vraie politique de jardin avec des formations. Et puis toujours dans le Nord, des trocs autour des surplus de jardins qu'on peut organiser aussi en milieu rural. Donc c'est la dernière. Les innovations, c'est aussi retrouver le lien, mais c'est pas ce que je voulais. Et c'est aussi de nouvelles formes d'installation de l'agriculture, mais vous l'avez évoqué aujourd'hui, d'installation et même d'exploitation agricole, même si c'est au sein de la famille, une évolution en essayant aussi de vendre localement, de retrouver ce lien. Et puis des initiatives qu'on peut appeler réinventer les commerces locaux autour d'épiceries associatives, de magasins bio, y compris de magasins bio associatifs comme dans le massif des Bauges, où les habitants avaient assez d'aller à Annecy ou à Chambéry. Les conciergeries étudiées par Cap Rural, où on est encore dans le multiservice d'une certaine façon, mais réinventé. Et je pense aussi aux initiatives sur le patrimoine culturel, avec encore une fois, c'est infernal. Et notamment, par exemple, des initiatives comme celles qui ont pu avoir, là encore, dans le massif des Bauges, sur des projets interrègles, autour d'une définition du patrimoine culturel immatériel alpin par la participation. Et donc les échanges entre habitants, qui n'excluent pas les commerçants, qui n'excluent pas l'innovation, recréer. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de choses et ça peut bien fonctionner. Et donc on peut faire aussi de la dynamique autour du patrimoine sans être dans le terroir. Merci Claire.